Chapitre 3. Intrus. Fade ne put s'empêcher de regarder 3 fois. Les 2 silhouettes devant lui, surgies de nulle part comme des visions dans un rêve, n'avaient pas leur place ici. L'un, un homme dégingandé et poilu, semblait être un figurant égaré d'un western. L'homme portait même des bandoulières et une paire de revolvers à 6 coups dans leurs étuis. Sa partenaire, quant à elle, ressemblait davantage à une figurante d'une vidéo d'exercice des années 80, tout en spandex coloré, et était-ce vraiment un sac à dos? Qui êtes-vous? Demanda Fad alors qu'il s'approchait. Il y avait 1000 choses qu'il voulait ajouter à cette question. Des mystères cruciaux, comme comment avez-vous choisi de porter ces vêtements? Qui a décidé que vous feriez une bonne recrue? Puis-je emprunter ce chapeau? Fad n'en ajouta aucune. La femme parla en premier, l'homme fixant Fade du regard et remuant la bouche comme si le cow-boy aurait aimé avoir du tabac à mâcher. « Vous pouvez m'appeler Eve, voici Lod, et vous êtes Fade. » La voix d'Eve était formelle, comme si elle lisait une déclaration. Lod, pour sa part, continuait de le fixer. « Vous travaillez pour Ellsworth ?» Fade déplaça son poids sur son pied gauche. Lod semblait calculer où le trouer, et Fade avait vu assez de films pour savoir à quelle vitesse il pouvait dégainer un de ses pistolets. Dans cette position, et avec le cow-boy à seulement quelques mètres, Fade estimait qu'il pourrait contrer n'importe quelle main rapide. « Répondez à la question, » dit Lod. Il parlait comme un tonneau dévalant une colline, bousculant les mots avec des échos profonds. Fad remarqua que ses mains ne tressaillaient pas. Le cow-boy les gardait détendues le long de son corps. « Bien sûr, je suis Fade. » « Et alors ?» Eve fit le premier mouvement. Fade avait les yeux sur Lod, mais c'est la femme en spandex qui retira son sac à dos d'un coup et le lança au visage de Fade. Il eut à peine le temps de lever son bras pour écarter le sac, avant de voir Eve voler vers lui dans une rafale de coups de pied. Les 2 premiers firent aux mouches, des coups de la jambe gauche d'Eve dans le flanc de Fade. Il faisait maintes mal, certes, mais ce n'était rien que Fade n'avait pas déjà ressenti. Des chocs aux reins, à l'estomac, ça ferait mal plus tard. Alors qu'Eve passait à sa jambe droite, la balayant au ras du sol, Fad se précipita sur le cow-boy. Bondit à droite, hors de portée du pied d'Eve. Lod leva ses propres poings, plutôt dans un style de boxe, et Fade feinta avec un crochet du gauche. Lod se déplaça pour bloquer, et Fade continua d'avancer. Il dépassa Lod et poussa le cow-boy en passant, faisant trébucher Lod loin de lui. Si Talia s'était positionnée comme elle le devait, ces 2 fous déguisés seraient en plein dans sa ligne de mire. Fad hors de tout tir. « Arrêtez !» dit Fade alors que la paire se retournait vers lui. « Je vous laisse ces 2 premiers ronds coups. Bon mouvement, mais faites un pas de plus, et vous vous retrouverez avec beaucoup de douleur. » Eve incline la tête vers lui. « Vous êtes en infériorité numérique. Je ne sais pas qui vous êtes tous les 2, mais vous devez travailler votre jeu de reconnaissance, » dit Fad en reculant d'un pas. Il voulait donner à Talia tout l'espace et le temps dont elle avait besoin pour en atteindre un dans le dos. « Si je lève la main, vous serez tous les 2 à terre en 1 seconde. Alors pourquoi ne pas parler à la place? » Lod plissa les yeux, un regard méchant, complété par le chaume et le bandana blanc sale noué autour du cou de l'homme. Le cow-boy semblait vraiment appartenir à un plateau de cinéma. Fade aurait cru que Lod venait de sortir d'un saloon. À côté de lui, Eve ramasse son sac à dos par terre. « Un marché, » dit Lod. « Vous venez avec nous, maintenant, et nous ne vous tuerons pas devant la fille. » La fille? Fad cligna des yeux. « Ah, oui, Véronica, toujours enfermée dans la voiture. S'il ne savait mi pas qui elle était, alors il n'était définitivement pas les hommes d'Ellsworth. Alors qui était Marzoli? Drôle. Je ne pense pas que vous soyez en position d'exiger quoi que ce soit. » Fade jeta un coup d'œil vers la route sombre. « D'autres amis arrivent bientôt, et je vous tiens en joue. »
Alors, si on faisait ce que je dis? Ève regarda Lod. Il y aura des témoins. Mais pas beaucoup, répondit Lod. Et c'est lui, la cible. Fad les regarda tour à tour. La cible? Vous deux êtes une énorme énigme, vous savez ça? Ève se tourna vers lui avec un sourire triste. J'aurais aimé me mesurer à vous, Fade. Avant que Fad ne puisse répondre, Lod plongea la main dans sa veste poussiéreuse et sortit ce qui ressemblait, pour Fad, à un kazoo. Un petit tube en plastique bleu. Lod le pointa sur Fad, ce qui était un signe suffisant que cette conversation était terminée. La main de Fad se leva. 2 doigts. Tir non létal autorisé. Qui que soit l'employeur de ces deux-là, Fad voulait le savoir, avait besoin de savoir comment il savait qui il était. Le tir de Talia retentit immédiatement, toucha le cow-boy dans le dos. Lod trébucha en avant, et Fade aurait dit jurer que l'homme avait grogné, mais Lod réussit quand même à pointer ce tube en plastique vers lui. Fad s'avança pour donner un coup de pied, visant directement la main de Lod, pour écarter quoi que ce soit. Comment le cow-boy pouvait encore tenir debout après que la balle du fusil de Talia l'ait touché? Fad n'en savait rien. D'ailleurs, il ne comprenait pas pourquoi le monde bascula soudainement, pourquoi les lumières blanches et les poutres rouges autour de lui devinrent d'un flou, pourquoi il ne sentait plus ses jambes et ses bras, pourquoi, bien qu'il pensait être en train de tomber, Fade ne sentit pas son corps heurter le sol. On lui avait dit que cela pourrait arriver, qu'en tant que fille de personnalités publiques et fortunées, elle serait en danger partout où elle irait. Pendant des années, Grady était resté à proximité, une grande ombre planant sur ses fêtes, ses rendez-vous de jeu et ses soirées cinéma. Véronica pensait que la présence constante de cet homme était une des principales raisons pour lesquelles ses invitations s'étaient raréfiées au fil des ans. D'anciens amis décidant que le garde du corps de Véronica n'en valait pas la peine. Alors quand l'homme, Fade lui semblait toujours être un nom étrange, avait assommé Grady sur sa pelouse, Véronica s'était sentie étrangement libre. Pour la première fois, en 10 ans, elle était seule. Les circonstances auraient pu être meilleures. Peut-être pas menottée à la poignée de la portière, par exemple. Mais quand les 2 personnes aux vêtements excentriques ont commencé à tabasser son ravisseur, Véronica en a complètement oublié sa propre situation. Le combat n'a duré que quelques secondes, mais quel mouvement! Les cours d'autodéfense, de kickboxing, rien de tout cela ne se comparait à un véritable combat entre personnes qui savaient s'y prendre. Ce n'était pas Grady attrapant un lycéen désorienté pour le jeter dehors. Ces gens savaient ce qu'ils faisaient. Véronica colla son visage à la vitre et regarda Fade qui, après avoir frôlé le type au chapeau de cow-boy, se retournait pour leur faire face. Il avait mentionné une rançon, mais ces individus ne ressemblaient pas aux personnes qui la voulaient, à moins que ces arrangements ne soient beaucoup plus violents qu'elle ne l'avait imaginé. Alors, qui mentait-il? Un craquement sonore fit trembler les vitres de la voiture. Véronica reconnut ce bruit. Un coup de feu, et pas d'une arme de petit calibre. Des souvenirs du stand de tir lui revinrent. L'insistance de Grady pour qu'elle soit capable de se défendre et de savoir ce qui l'attendait. Ses yeux se tournèrent vers la lunette arrière, mais elle ne pouvait pas voir grand-chose avec les lumières et les sièges qui lui bloquaient la vue. Le cow-boy, cependant, avait tressailli. Peut-être avait-il été touché? Un flash, vif et instantané, comme un appareil photo qui se déclenche. Les yeux de Véronica se brouillèrent un instant, des halos persistants s'estompant lentement. Fade était maintenant au sol. Comment? Grady n'avait jamais mentionné ce genre de choses lors de leur cours. Maintenant, le cow-boy et la femme traînaient Fade. Un autre craquement de fusil, et cette fois, la femme s'effondra. Définitivement touchée. Elle n'allait certainement pas s'en sortir. La femme gisait là, face contre terre, une main sur son flanc.
Le cow-boy souleva Fade et commença à courir. Quel ami! Mais non, la femme se relevait maintenant, d'abord à genoux, puis sur ses pieds, et en un instant, elle disparut, courant dans l'obscurité au-delà des lumières. Véronica se rassit sur le siège, les menottes lui serraient les poignets. Son cœur battait la chamade, une montée d'adrénaline. Ses yeux tombèrent sur le téléphone dans sa poche. Possible peut-être de l'atteindre, si elle se tordait suffisamment. Une main frappa à la vitre et Véronica sursauta, ce qui fit mordre les menottes dans sa peau. Une femme se tenait dehors, un petit pistolet à la main. Elle croisa le regard de Véronica un instant, puis reprit sa surveillance des alentours. Véronica attendit qu'elle ouvre la portière, qu'elle la libère, mais la femme n'en fit rien. Elle finit par s'installer, assise sur le capot de la voiture. Soudain, le téléphone de Fade, posé sur la console centrale, vibra. Véronica y jeta un coup d'œil. Le nom, en grosses lettres. JC. Une fille qui essayait d'appeler son père. Véronica se demanda si JC savait ce que faisait son père, ce que ce serait d'avoir un kidnappeur pour père. Ses pensées se dissipèrent lorsqu'une série d'autres voitures s'arrêtèrent le long de la rue. Des hommes et des femmes, vêtus de costumes noirs de différentes nuances, sortirent de berlines aux vitres teintées. Aucun d'entre eux ne tenait ouvertement d'armes, mais Véronica pouvait dire à leur façon de regarder, de marcher, que ces gens ne plaisantaient pas. La femme ouvrit brusquement la portière et Véronica faillit tomber au sol. « Où était la clé ?» demanda la femme. « Dans le porte-gobelet » répondit Véronica, en hochant la tête vers la console centrale, tandis qu'elle se relevait à moitié, ses mains menottées, l'obligeant à se pencher. Qu'est-il arrivé à Fade? Ne vous inquiétez pas de ça. La femme prit la clé, se retourna et déverrouilla les menottes alors que le premier groupe d'hommes, en costume, contournait le véhicule. « Fade est parti plus tôt ?» dit le premier homme, grand et mince avec une voix fluette. « Je ne m'attendais pas du tout à te voir, Talia. » La femme jeta un regard mécontent à Véronica, un regard que l'homme intercepta. « Il y avait 2 personnes, ici, » dit Talia à l'homme. L'un ressemblait à un cow-boy. Ils nous ont pris par surprise. « Pas des nôtres, » répondit l'homme en regardant les autres autour de lui, riant. « Nous sommes assez constants dans nos tenues. » Talia fit un pas vers lui et tout le monde se figea, y compris Véronica, jusqu'à ce que les menottes glissent ainsi de ses mains et tintent sur le sol. « Écoute, » dit l'homme à Talia, « il n'est pas des nôtres. Nous ne savons pas qui a sauté sur Fade. Si nous entendons quelque chose, nous appellerons. Maintenant, c'est bien notre fille? » « C'est elle. » L'homme regarda Véronica, lui sourit, pas de cette façon sournoise et louche comme certains hommes, pas gentiment non plus. C'était un sourire sans émotion, une transaction, rien de plus. « Vous êtes Véronica Plynn ?» dit l'homme. Talia s'adossa contre la voiture, sortit son téléphone. Apparemment, elle n'allait pas être d'une plus grande. « Ed. »« C'est moi, » répondit Véronica. Grady lui avait toujours dit de coopérer si elle était kidnappée. Coopérer puis chercher un moyen de s'échapper. Un moyen d'appeler à l'aide. Elle avait toujours son téléphone. « Pourriez-vous venir avec moi ?» dit l'homme. Puis, à Talia, « Dès que nous l'aurons dans la voiture, vous recevrez le paiement. » Talia hocha la tête, les yeux toujours rivés sur son téléphone. L'homme tendit son bras vers Véronica et elle le suivit. Le laissa l'escorter autour de la voiture de Fade, à travers la cale sèche en béton et vers la plus grande des berlines. « Allez-vous me faire du mal ?» demanda Véronica à l'homme. « Ce n'est pas prévu, » répondit l'homme. « Si tout se passe comme il faut, vous serez de retour chez vous dans quelques jours. Nous ne sommes pas des monstres. » Véronica acquiesça. Quoique, qui dirait vraiment qu'il est un monstre? L'homme se pencha en avant, ouvrit la portière arrière de la berline et la fit entrer dans la voiture sombre.
Véronica monta, s'assit et faillit crier quand elle remarqua qu'il y avait un homme à côté d'elle. Véronica bloquait la majeure partie de la lumière venant de la cale, donc le visage de l'homme était caché dans l'ombre. Jusqu'à ce qu'une allumette s'enflamme, l'homme la tenant contre l'extrémité d'un cigare. Ses yeux creusés la regardèrent, ses cheveux blancs, scintillant d'une lueur orangée dans la lumière. Sa bouche s'ouvrit, laissant échapper de la fumée dans un souffle léger. « Bienvenue dans votre nouveau monde, mademoiselle Pline. » Les deux tirs les avaient touchés tous les deux. Talia le savait. Le cow-boy avait failli tomber, et la femme s'était effondrée sur son côté. Les balles étaient donc grosses, suffisamment mortelles, même sans viser pour tuer, et ils auraient donc dû être à terre. Ils auraient donc dû avoir besoin d'une hospitalisation avant de pouvoir se relever. Au lieu de cela, ils avaient non disparu, et Fade avec eux. Pour la première fois, elle avait perdu son partenaire. Talia gardait les yeux sur son téléphone, guettant les messages. Un signe de ceux qui avaient même pris Fade, attendant le versement d'Ellsworth. « Nous en avons terminé ici, » lui dit Aaron, le bras droit à la voix fluette d'Ellsworth. « Tu devrais le voir arriver d'une minute à l'autre. »« Si tu pars avant que ça arrive, » répliqua Talia, « nous ne travaillerons plus avec vous. » Aaron rit. « Tu sais qu'on était bon pour ça. De toute façon, on dirait que tu n'as peut-être plus de « nous ». Talia ne répondit pas, parce qu'Aaron avait peut-être raison, parce que Fad ne reviendrait peut-être pas. Une des réalités de ce genre de travail. Chaque ami signifiait des funérailles. Son téléphone bipa. La notification du dépôt en attente apparut sur l'écran. Pour le bon montant. Talia regarda Aaron et lui fit un signe de tête. « C'est fait, vous pouvez partir. » Aaron commença à s'éloigner, puis s'arrêta. « Talia, je ne sais pas ce qui est arrivé à Fade, mais pour ce que ça vaut, nous espérons que vous le retrouverez. Nous apprécions le travail que vous avez tous les deux fait pour nous par le passé. » Merci. Aaron et son équipe se déversèrent dans les voitures et s'éloignèrent à toute vitesse dans l'obscurité. Véronica Pline avec eux. Talia espérait que la fille était prête pour ce qu'Ellsworth avait prévu pour elle. Talia monta dans la voiture de Fade, ferma la portière passager, démarra le moteur et s'éloigna de la cale sèche. Elle la gara dans une rue latérale, à quelques pâtés de maisons, où elle ne serait pas remorquée, ne serait pas remarquée. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, Talia vit le téléphone de Fad dans la console centrale, qui vibrait à nouveau. JC. « Allô » répondit Talia en sortant de la voiture, verrouillant la portière. « Talia ?» La voix de JC était tendue, en colère. « Où était mon père ?»« Occupé. »« Quoi ?» dit JC. « Tu sais qu'il était venu à ma fête ce soir ? Tu sais qu'il m'a mise à la porte devant tout le monde ?» Talia continuait à marcher dans la rue en direction de sa propre voiture où le fusil était rangé et stocké. « Tu n'aurais pas dû être là-bas. » JC rit, du ton d'une gamine qui sait quand elle a y pris un adulte, en flagrant délit de mensonge, une attente déraisonnable. « C'est ridicule, c'est vous qui n'auriez pas dû être là. » Talia ne savait pas quoi dire. Elle n'était pas la mère de la fille. Elle essayait de respecter la demande de Fade de ne pas parler du travail devant JC. Mais Talia n'était pas sûre de combien de temps Fad pourrait encore le cacher à sa fille. La gamine était perspicace. JC avait posé des questions sur des clients qu'elle avait entendus au téléphone. Elle comprenait, à travers la fréquence des soirées pizza solitaires et des petits de matins où son père entrait par la porte alors qu'elle en sortait, que Fade n'avait pas des horaires réguliers, mais elle ne savait rien de la violence, des enlèvements, du fait que chaque soir, comme celui-ci, son père risquait fort de ne jamais rentrer à la maison. « JC, » dit Talia, « tu dois te calmer, c'est une fête, ton père rentrera plus tard, tu pourras lui parler à ce moment-là. »« Quand ?»« Je ne sais pas,
Ça pourrait durer un moment. Tu devrais aller te coucher. N'as-tu pas école demain matin? Waouh! Merci de me le rappeler. Talia entendit le sarcasme dans la voix de JC, le ressentit lorsque la fille raccrocha. Talia n'avait pas l'intention d'avoir des enfants, et ses conversations n'étaient pas exactement en train de la faire changer d'avis. De retour à sa voiture, Talia ouvrit la portière et se glissa sur le siège, posa le téléphone de Fade, ainsi que le sien, sur le tableau de bord. Il y avait un schéma dans ces situations. Soit quelqu'un appellerait pour demander une rançon pour Fade, soit Fade lui-même aurait trouvé un moyen de s'en sortir et appellerait pour qu'on vienne le chercher. Ou les téléphones resteraient non silencieux, et Fade serait mort. Fad pouvait sentir qu'il était en mouvement, pouvait ressentir les vibrations dans ses os, tandis que le SUV roulait sur des routes lisses et accidentées, tandis qu'il s'arrêtait aux intersections, puis repartait. Finalement, il prit conscience qu'il parlait d'On. Lod, le cow-boy, et Eve sur les sièges avant. Il remarqua le sac à dos à côté de lui, celui qu'Eve portait. Fad découvrit qu'il pouvait bouger ses doigts et ses orteils. Il pouvait sentir ses bras. « Je maintiens que la falaise est le meilleur endroit dans le coin, » disait Lod en conduisant. « Il n'y aura personne à cette heure de la nuit. Ils ne trouveront pas son corps de sitôt. »« Nous devrions aller plus loin, » contesta Eve. « Nous aurons besoin de temps pour observer les effets, voir si un autre prend sa place ici même. » Fad ne savait pas de quoi il parlait. À vrai dire, ça lui était égal. Ses yeux se déplacèrent vers le sac à dos. Ses poches, à part son portefeuille, étaient vides. Pas de téléphone, aucun moyen d'obtenir de l'aide. Mais ce sac à dos, Fad l'avait déjà vu auparavant, l'avait fait lui-même une fois ou deux. Une fois que vous aviez votre cible menottée et sortie, vous vous détendiez. Pensiez être en sécurité. Laissiez les choses là où elles ne devraient pas être. De sa main gauche, en prenant soin de ne pas bouger sa tête, ses jambes, ou quoi que ce soit d'autre, Fad glissa ses doigts vers le sac à dos. Tâtonna le long de la fermeture éclair sur le rabat principal. L'ouvrir ferait du bruit, ce qui signifiait qu'il avait besoin d'une distraction. « Il était le Nexus pourtant, » disait Lod. « Nous nous occupons de lui, et nous devrions avoir du temps. Au moins, ça fera que le jardinier nous laissera tranquilles. » Fad vit le cow-boy hocher la tête. Il fit son geste. « C'était un sacré truc avec lequel vous m'avez frappé, » annonça Fade. Il sentit le SUV faire un écart, Lod freinant brusquement par surprise. Fade utilisa le son de sa propre voix pour couvrir sa main gauche qui remontait la fermeture éclair, suffisamment pour qu'il puisse atteindre l'intérieur. « Tu n'es pas censé être réveillé, » dit Lod, et Fad pouvait voir les yeux du cow-boy dans le rétroviseur. « Désolé de gâcher votre fête. » Fade pouvait sentir, à l'intérieur du sac à dos, une possibilité. Un petit objet dur, un rectangle. Allez, qu'il ait de la chance, juste cette fois. « Ce n'est pas une fête, » dit Eve. « Tu dois mourir, pour tout le monde. »« C'est réconfortant, » répondit Fade. « Je détesterais mourir pour rien. » Il enroula sa main gauche autour de l'objet dans le sac à dos, tourna son poignet de manière à ce que le dos de sa main cache ce qu'il sortait. « Peu importe, » dit Lod à Eve. « Ne lui parle pas, tu sais comment tu deviens. »« Tu n'es pas le chef, » dit Eve à Lod. « Discorde. Intéressant. » Fad remarqua que les yeux de Lod n'étaient plus fixés sur lui, et il déplaça sa main gauche, fit passer l'objet, le petit téléphone, dans sa main droite, le teinte baissé et hors de vue, derrière le siège d'Eve. Y jeta un coup d'œil. Le téléphone était un vieux modèle, vieux de plusieurs années. Le genre de choses qu'on pourrait acheter dans un magasin d'occasion, si on avait besoin de quelque chose de pas cher. Il était éteint, ce qui présentait son propre défi. « Et je suis ton partenaire, » dit Lod. « Je te dis juste ce que je pense, c'est tout. Ce que je pense, c'est qu'il y a d'autres moyens.
dit Eve. Des moyens de changer la direction sans tuer. Fad maintenait enfoncé le bouton sur le côté droit du téléphone. Priait pour que l'appareil ne sonne pas ou ne fasse pas un autre bruit en s'allumant. L'écran s'illumina, le logo de la compagnie apparut. Pas de bruit pour l'instant. « Tu dis ça, mais tu sais que c'est plus simple, » dit Lod. « Tu ne peux pas t'attendre à te sortir de chaque situation en parlant. Mais ça ne me dérangerait pas qu'on s'en sorte comme ça parfois. Tu sais aussi bien que moi que tuer quelqu'un laisse un vide. Parfois, ça ne se passe pas comme on le voudrait. » Le logo disparut et l'écran de démarrage apparut. Le téléphone était verrouillé. Fad fixait un pavé numérique sur l'écran. On lui demandait de saisir 4 chiffres. Ses yeux revinrent sans vers le couple qui se disputait sur les sièges avant. Par la fenêtre, il pouvait distinguer des montagnes au clair de lune. Il serpentait sur des routes sinueuses. Au nord de la ville, alors, isolé, peu de lumière. « Alors dis-moi, » dit Lod. « Nous avons essayé de nous en sortir en parlant. Comment ça s'est passé la dernière fois ?» Eve resta silencieuse. « C'est bien ce que je pensais. » Lod tendit le bras et appuya sur le bouton d'alimentation de la radio. Il mit de la musique classique. Fad reconnut le morceau. C'était du Mozart. Eine kleine Nachmusik. « J'ai entendu ça, » dit Yves après une minute. Il était si jeune à l'époque. Nous étions tous stupéfaits. Fad inclina la tête. De quoi parlait-elle? Peut-être d'un récital? Puis il reporta son attention sur le téléphone. Ils utilisaient un appareil comme celui-ci, conduisaient un SUV en écoutant la radio au lieu de musique numérique. Habillés comme des bizarres. Quelles étaient les chances que le mot de passe soit compliqué? Il tapa 0 4 fois. Le téléphone vibra légèrement. Pas de chance. « Vous êtes bien silencieux là derrière, » dit Lod. « Je ne me sens toujours pas très bien, » répondit Fad. Ce qui n'était pas vraiment un mensonge. Quoi qu'ils lui aient injecté, cela avait laissé son esprit dans une sorte de brouillard. Ses bras et ses jambes fourmillaient un peu, comme s'ils avaient été endormis pendant longtemps. Vous étiez inconscient, bien que vous n'en profiterez plus pour longtemps. Lod, tu n'as pas besoin de parler à cet homme. Eve parla avec un soupir irrité, une mère réprimandant son enfant. Tu dois arrêter de traiter ces gens comme des victimes. Ils savent ce qu'ils ont fait. Il y a une raison pour laquelle nous sommes ici. Fad essaya une séquence de 1. À nouveau, le téléphone vibra. « De quoi parlez-vous » dit Fade. « Je ne suis pas une victime ?»« Si vous êtes une victime, c'est de vous-même, » dit Lod. « Vous avez fait, ou alliez faire, de mauvaises choses. Suffisamment de mauvaises choses qui allaient s'étendre à travers le monde et le faire dérailler. Renvoyer les gens et la civilisation à l'âge des ténèbres. »« Vous me donnez beaucoup trop de crédit, » répliqua Fad. Alors ces deux-là étaient fous, complètement dérangés. Peut-être que quelqu'un qui voulait sa mort leur avait donné son nom. Ensuite, il essaya 1234. Entrée. Le téléphone se déverrouilla. Une simple série d'applications, apparemment l'ensemble standard livré avec l'appareil, y compris celle qu'il voulait. « Lod, si tu veux la falaise, le tournant arrive juste ici, » dit Eve. « Ça ira pour toi ?» Eve ne dit rien pendant 1 minute. « Je m'en remettrai, » dit-elle finalement. Fad appuya sur le GPS. Il trouva l'option pour envoyer sa position à un ami. Il l'avait fait plein de fois avec Talia, chaque fois qu'il avait besoin de soutien. Alors il le fit maintenant. Appuya sur le bouton et, tandis que le SUV ralentissait et tournait à gauche, le téléphone afficha la liste des contacts à qui envoyer. Tous les 0 d'entre eux. « Vous voulez me jeter d'une falaise ?» dit Fad, essayant de maintenir la conversation. Les garder distraits. « C'est mieux, s'ils trouvent l'ami le corps, qu'il n'y ait pas de trou de balle, pas de coup de couteau, aucune autre marque de mort, » dit Lod. « C'est plus facile
s'ils ne peuvent pas trouver de raison à votre mort pour l'appeler un accident. Combien de personnes ce type a-t-il tué? Fad tapa le numéro de Talia de sa main droite, envoya la position, confirma que le message était parti, puis éteignit le téléphone. Si sa survie était en jeu, cela ne dépendrait pas de lui. Chapitre 4. Des comptes à rebours. JC se réveilla en sursaut. La télé avait changé d'émission, ou plutôt de publicité. C'était l'heure des téléachats, ce moment de la journée qu'elle ne voyait jamais, à moins d'être à une soirée pyjama. Même dans ce cas, elle ne regarderait pas ces infos publicités de 30 minutes pour des produits qu'elle n'avait même pas les moyens d'acheter. Elle balaya le salon du regard, chercha des signes indiquant que son père était rentré. Rien. L'unique lampadaire, plus grand qu'elle, baignait la pièce d'une lumière blanche. Un changement contre lequel elle avait protesté, mais que Fade avait imposé au nom de l'écologie. Cela faisait tout de même ressortir les photos. Pas de tableau, uniquement des photographies. Des endroits où elle était allée avec son père, avec sa mère, là où ses parents avaient voyagé avant même sa naissance. Les photos parsemaient les murs, trop nombreuses, à vrai dire, comme si leur famille n'aimait rien d'autre qu'eux-mêmes. JC glissa du canapé, se cogna le tibia contre la table basse et tituba jusqu'à la cuisine en se frottant la jambe. L'horloge du four indiquait minuit passé. Minuit, un mardi, un soir d'école, bien après l'heure à laquelle son père aurait dû être rentré. Ce n'est pas qu'il ne rentrait jamais tard de temps en temps, mais pas comme ça. D'habitude, il répondait quand elle appelait, ou envoyait un message quand il allait être en retard. Cette fois, il n'y avait rien eu. Et pourquoi Talia avait-elle son téléphone? Il y avait déjà eu ce silence une fois auparavant. JC se versa un verre d'eau, regarda autour d'elle, essayant d'imaginer comment c'était quelques jours plus tôt. Son père s'était-il comporté différemment? Le dîner avait semblé normal, des tacos à emporter, une part de plus en plus importante de leur vie ces derniers temps. Avait-il été sur les nerfs? Non. Mais son apparition à la fête, qu'est-ce que ça voulait dire? Elle quitta la cuisine et monta dans la chambre de son père. Ouvrit la porte, le lit fait, les draps à motifs floraux que son père aurait dû jeter depuis longtemps, sauf que c'étaient ceux de sa mère. JC regarda l'armoire et ses portes brunes fermées. Derrière se trouvait une série de costumes de son père, mais la moitié de l'espace appartenait à des vêtements qui n'avaient même plus de propriétaire. Ses robes, les tenues que sa mère avait portées, elles étaient donc toujours là. Aucun signe de fade ici non plus. Pas de mots, pas de désordre d'une valise faite à la hâte. Elle but une gorgée d'eau, une froide dose de réalité. Elle ferma la porte de la chambre et sortit, redescendit. Son téléphone toujours vide. Elle l'alluma et vérifia, mais il n'y avait aucun appel manqué. Pas de nouveaux messages. Enfin, ce n'était pas tout à fait vrai. Ali Carter avait envoyé une dernière phrase moqueuse à propos du père de JC qui avait gâché leur soirée. Pour Ali, ce n'était qu'une blague, quelque chose de ridicule. Elles avaient planifié ensemble le chantage affectif pendant le trajet du retour. La stratégie de JC pour bouder et faire du cinéma afin que son père la laisse tranquille. Ou, au moins, lui achète quelque chose de sympa. Mais pourquoi était-il à la fête? JC regarda la photo au-dessus de la télé. Une grande, agrandie pour couvrir la majeure partie du mur. Un panorama où ils étaient lisses tous les trois debout sur une plage. De chaque côté, s'étiraient d'eau les eaux bleues cristallins jusqu'à rejoindre les nuages et l'horizon. Les sourires étaient larges. JC trouvait que son visage était trop couvert par ses cheveux, qui volaient sauvagement dans le vent. Il y avait de la joie dans cette photo cependant. Elle regarda à nouveau son téléphone. La dernière fois que ses parents étaient rentrés tard, ça avait été comme ça.
L'horloge avait basculé vers le matin sans communication, sans mots. Un seul d'entre eux était rentré à la maison. Lod tira Fad hors du SUV et le poussa sur le sol sablonneux. Des mauvaises herbes, chétives, lui piquaient les jambes. Fad ne pouvait s'empêcher d'apprécier la sensation du vent sur son visage, frais dans cette atmosphère d'avant l'aube. L'horizon derrière eux, au-delà des petites montagnes, brillait d'un violet doux qui annonçait le soleil. La péninsule s'élargissait autour d'eux. Ils avaient quitté la route, près du bord. Le sol était plat et dur, assez facile pour que le SUV puisse y rouler. « Va te mettre là-bas », dit Lod en pointant vers le bord, montrant le chemin avec une grosse lampe de poche. « Ne fais pas traîner les choses. »« Ce que je ne comprends pas, » dit Fad en faisant de longs pas lents, « c'est pourquoi. »« Pourquoi quoi ?» dit Lod. « Pourquoi moi ?» Fad écarta les bras, prenant un air innocent. « Je ne pensais pas valoir le temps de qui que ce soit. Qui vous paie ?»« Nous ne faisons pas ça pour l'argent, » dit Eve. « Nous n'en avons pas besoin. »« Pour le plaisir, alors ?» Fad traîna ses chaussures dans le sable. On ne l'avait jamais menacé de le jeter d'une falaise auparavant, mais il avait connu sa part de moments critiques. La meilleure façon de s'en sortir était de faire durer les choses, trouver un moyen de s'échapper ou de leur faire changer d'avis. Dès qu'ils arrêtaient de parler, la bataille était perdue. « On le fait parce qu'on doit le faire, » dit Lod. « C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Puisque c'est moi qui vais mourir, je pense que c'est à moi de décider ce que j'ai besoin de savoir, » répliqua Fade. « En plus, c'est vous qui devrez expliquer à ma fille pourquoi son père ne rentre pas à la maison. Il se détestait un peu d'utiliser JC comme ça. La fille ne méritait pas d'être un pion dans les problèmes de son père. Mais d'un autre côté, que préférerait JC? Personne ou son père? Eve fronça les sourcils. « Vous avez une fille ?»« Eve, » dit Lod, sa voix prenant le ton de quelqu'un qui savait où la conversation se dirigeait, qui essayait de l'arrêter net. « JC, » dit Fade. « Ma petite fille. » Eve jeta un regard troublé à Lod. Fad capta leur regard, la grimace soudaine de Lod. Ces deux-là n'étaient même pas des partenaires parfaits, et Eve représentait pour Fade la meilleure chance de sortir d'ici vivant. « Si j'avais mon téléphone, je pourrais vous montrer des photos, » continua Fad. « Elle est pétillante, intelligente. Parfois, vraiment, j'ai peur de ce qu'elle va faire, ensuite. »« Tais-toi, » lança Lod en observant Eve. « Ne fais pas ça. Nous avons déjà été dans cette situation. Un enfant ne rend pas le parent innocent. » Eve ignora le commentaire de Lod et regarda Fade droit dans les yeux. « Nous maintenons la stabilité du monde. Actuellement, vous êtes la plus grande menace pour cette stabilité. En vous éliminant, l'humanité s'améliore un peu. »« Moi, » dit Fade, « je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais je ne suis en aucun cas la plus grande menace. Vous avez des dictateurs renégats, des armes nucléaires qui prolifèrent, et c'est moi que vous poursuivez ?» Derrière eux, Fad aperçut le signe qui l'attendait. Des lumières qui descendaient bas, la route sinueuse alors que le ciel s'éclaircissait. Le grondement lointain d'un moteur. L'espoir qui venait pour lui. « Nous allons là où on nous dit d'aller, » dit Eve. « Ce que nous savons, c'est que bientôt, si on vous laisse tranquille, vous ferez quelque chose qui entraînera cette planète sur un chemin dont elle ne se remettra pas. » Ça a du sens, pas du tout dingue. Peu importe, intervint Lod. Nous perdons du temps. Saute maintenant. Fad croisa les bras. Vous devrez m'y forcer. Le bruit du moteur se rapprocha. Lod jeta un coup d'œil en arrière. Il ne devrait pas y avoir de voiture à cette heure-ci. Le cow-boy porta la main à sa ceinture, sortit l'un de ses pistolets, vissa Fade et arma le chien. « Saute, ou je te tire dessus. »« Allez-y, tirez !» dit Fad. Le bruit du moteur devint assourdissant. Fad pouvait voir la voiture de Talia qui fonçait vers eux,
bien au-dessus de la vitesse appropriée pour la route côtière. Eve se tourna pour faire face à la voiture, tandis que Lod resserrait ses doigts sur la détente. « Lod, je pense, » commença Eve, et Lod se tourna vers elle juste à temps pour voir la voiture de Talia quitter la route, dépasser leur SUV en rugissant, freiner en dérapant, et les percuter tous les deux. La force était suffisamment rapide et brutale pour qu'Eve et Lod volent dans les airs. Fad les regarda s'envoler, comme dans un film, puis heurter le sol. Ils s'affalèrent et roulèrent avant de disparaître au-delà de la falaise. Fade regarda l'endroit où ils s'étaient retrouvés et haussa les épaules. Un duo intéressant, mais il n'était pas triste de ne plus jamais les revoir. « Joli timing », dit Fade en se glissant sur le siège passager. « Tu paies pour réparer ces bosses. » Talia reprit la direction de la route. « Comment m'as-tu envoyé la localisation ?» J'ai l'impression qu'ils ne connaissaient pas vraiment la technologie moderne, dit Fade après avoir décrit le vol de leur téléphone. Ils étaient étranges. Était étant le mot-clé. Ellsworth a payé. Nous sommes bons pour partir. Toi peut-être. Moi, je vais avoir une fille très insolente quand je rentrerai à la maison. Fad prit son téléphone, envoya un message rapide, dit à JC qu'il était en sécurité. Veronica essaya de deviner où il se trouvait en regardant par les vitres de la berline, mais la teinte sombre maintenait le monde nocturne dans une ombre noire. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'ils avaient même laissé le port loin derrière eux. Un silence profond occupait les minutes, tandis qu'Ellsworth tirait sur son cigare. Veronica n'était pas sûre de ce qu'il attendait. Une réaction de sa part? Un signal de son chauffeur? Elle jeta un coup d'œil vers lui, ses yeux scrutant par la fenêtre, le même néant qu'elle voyait. « Alors, que voulez-vous » demanda Veronica quand elle n'en put plus. Ellsworth la regarda, ne dit rien. Alors Veronica tendit la main vers son téléphone, l'attrapa dans sa poche. Mais avant qu'elle puisse le porter à son visage, la main d'Ellsworth s'avança et le lui arracha. Il le tint, fixant l'écran vide à la lueur de son cigare. Puis il le posa sur le siège. « Attendez » dit Ellsworth. Alors Veronica attendit. La voiture ne diffusait pas de musique. Le chauffeur ne parlait pas. Si c'était un enlèvement, pour Veronica, c'était la chose la plus ennuyeuse qu'elle s'était jamais vécue. La berline tourna dans un parking et elle entendit le grincement d'une porte de garage qui s'ouvrait. Des lampadaires étaient maintenant tout autour, mais, peut-être en raison de l'heure tardive, le parking était vide. Ils descendirent la pente suffisamment raide pour que Veronica la remarque. Loin dans le garage sous terre, des murs de béton gris étaient enclairés par des lumières fluorescentes, leur lueur blanc-bleu transportant Veronica hors du temps et de l'espace. Sans fenêtre, dans le brouillard de sa propre fatigue, Veronica tomba dans le surréel. Ce n'était pas un grand garage, pas plus d'une douzaine de places, la plupart déjà occupées par une ménagerie de berlines et de SUV. Ici-bas, apparemment, les heures de travail étaient flexibles. « Nous pouvons parler maintenant », dit soudainement Ellsworth. « Ici-dessous, personne ne peut nous écouter. » « Nous écouter ?» Veronica secoua la tête, chassant les toiles d'araignée. Parfois, Ellsworth détacha sa ceinture de sécurité. Il tenait son cigare dans sa main gauche, tandis qu'il ouvrait sa portière. On devient si populaire auprès d'un certain public qu'ils ne veulent jamais vous laisser tranquille. Alors il faut trouver son espace sécurisé. La portière de Veronica s'ouvrit. Le chauffeur d'Ellsworth se tenait de l'autre côté, lui faisant signe de sortir. Veronica commença à sortir, puis se retourna pour prendre son téléphone. Mais il avait disparu. Ellsworth avait dû le prendre. Elle se leva et rejoignit Ellsworth derrière la voiture. Il la conduisit vers une porte solitaire, lourde, rouge et métallique. Son chauffeur les suivait à quelques mètres. « Quels amis » dit Veronica. « J'en ai de toutes sortes. Certains m'apprécient,
Même, répondit Ellsworth. Mais pour revenir à votre question, la raison pour laquelle vous êtes ici, vous savez sûrement qui était votre père. Véronica essaye de trouver la réponse appropriée. Bien sûr, elle connaissait le nom de son père, savait qu'il était un homme d'affaires milliardaire dans la technologie. Il avait toujours plusieurs projets en cours simultanément et semblait faire la couverture des magazines plus souvent qu'à son tour. Mais ce n'était pas ce qu'Ellsworth semblait demander. « C'est un homme ambitieux », offrit Véronica. Ellsworth hocha la tête. « Il n'y a rien de mal à cela », dit Ellsworth. « En fait, j'admire beaucoup sa réussite. Votre père a été plutôt impitoyable dans ses entreprises. » Ils arrivèrent à la porte et Ellsworth s'avança, saisit la poignée et la tourna. Les serrures se déverrouillèrent et la porte s'ouvrit. Ellsworth fit entrer Véronica. Au-delà de la porte s'étendait un couloir droit et long. Véronica pouvait voir une série de pièces des deux côtés, des portes et d'autres couloirs qui en partaient. Un labyrinthe, peut-être. « Que voulez-vous dire par impitoyable » dit Véronica. « Je ne rencontre que des gens qui me disent à quel point ils apprécient le travail de mon père. » Bien sûr que c'est ce qu'ils disent. Ellsworth la conduisit dans le couloir. Il s'arrêta à la première porte, se tourna vers elle. « Cette pièce est pour ceux qui n'aiment pas ce que je fais. » Ellsworth ouvrit la porte. À l'intérieur se trouvait une seule chaise. Sur le mur, en face, étaient accrochés divers instruments que Véronica ne pouvait qualifier que de troublants. « Qui n'aime pas ce que vous faites ?»« Je ne suis pas une personne terrible, » dit Ellsworth à Véronica. Il passa devant la chaise pour s'approcher d'un des instruments, un long couteau à lame affûtée. Cependant, au fil des choses, je rencontre des gens qui sont figés dans leurs opinions, qui préfèrent s'opposer plutôt que de me rejoindre. Et donc parfois, je dois être plus persuasif. Ellsworth tint la lame un long moment, puis la remit sur le support. « Essayez-vous de m'intimider » dit Véronica. « Car pourquoi d'autre Ellsworth lui montrerait-il ces choses ?»« L'intimidation n'est qu'un autre type de négociation, » répondit Ellsworth, la conduisant hors de la pièce. « Chacun réagit différemment. Certaines formes sont plus efficaces que d'autres. Vous ne m'avez toujours pas expliqué ce que vous avez dit au sujet de mon père, » mentionna Véronica alors qu'il retournait dans le couloir. Elle essaya de garder une voix égale, essaya de ne pas penser à ce qui pourrait arriver si Ellsworth décidait d'utiliser l'une des lames sur elle. « Votre père possède quelque chose que je veux, » dit Ellsworth. « Il l'a acquis en trompant plusieurs de mes amis, en promettant une entreprise coopérative, puis en gardant les bénéfices pour lui-même. En effet, Véronica, votre père a volé ce qui devrait être à moi. » Ils descendirent peu dans le couloir jusqu'à atteindre une autre porte métallique sur la droite. Ellsworth poussa celle-ci, une longue table avec des chaises de bureau rembourrées à roulettes tout autour, une petite étagère garnie d'eau, de café et d'un assortiment de donuts qui semblait frais, occupait le coin de la pièce. À une extrémité se trouvait un écran, grand et noir. « Ce n'est pas si effrayant, » dit Véronica. « Ça n'a pas besoin de l'être, » dit Ellsworth. « Comme je l'ai dit, différentes méthodes. De temps en temps, il devient nécessaire de montrer à l'extérieur que ceux avec qui je traite sont bien traités. » Retour dans le couloir, dans une autre porte sur la gauche. « Qu'a volé mon père ?» dit Véronica. « C'est là le problème, » dit Ellsworth. « Je ne sais pas exactement ce que c'est, seulement que j'en ai besoin, que je le veux, et qu'il ne le mérite pas. Cette pièce était différente, elle était tapissée, contrairement à toutes les autres. Une chaise était placée au milieu, un fauteuil inclinable unique. Véronica remarqua des enceintes autour de la pièce, une grande télévision montée sur le mur en face du fauteuil. « Laissez-moi deviner, vous forcez les gens à regarder des choses, à écouter des choses qu'ils ne veulent pas entendre ?» dit Véronica. « Ou qu'ils veulent beaucoup entendre, »
dit Ellsworth. Je ne crois pas tant à la torture, à la douleur. Ce que je préfère faire, ce que je préférerais accomplir, c'est un accord mutuel, où les deux parties repartent avec quelque chose dont elles ont besoin. Je trouve que l'effort est beaucoup plus fort dans de tels cas. Qu'est-ce que je retire de ce marché? Dit Veronica. Votre père vous récupère, dit Ellsworth. Ils retournèrent dans le couloir, vers la porte suivante. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, dit Veronica. Qu'est-ce que moi j'obtiens de tout ça? Ellsworth s'arrêta, se retourna et regarda Veronica dans le couloir. Sa bouche s'étira en un lent sourire. Veronica Plynn, vous êtes une jeune femme très surprenante. La clé tourna dans la serrure. J.C. regarda le verrou glisser tandis que la lumière matinale inondait le couloir depuis l'arrière. Quand son père franchit la porte d'entrée, la main de J.C. était déjà en mouvement. La gifle connecta, assez fort pour faire reculer Fade d'un pas, manquant presque de le faire tomber hors de la porte. J.C. ramena sa main pour un second coup, mais Fade l'attrapa. « Pas exactement l'accueil que j'espérais, » dit Fade, massant de sa main droite sa joue où J.C. l'avait frappé. « Tu as de la chance d'avoir un accueil tout court, » répliqua J.C. « Tu sais ce que tu m'as fait hier soir? Tu sais à quel point c'était terrible. »« C'était pire pour moi, je parie, » dit Fade. « Pire pour toi ?» J.C. recula d'un pas. Elle contempla l'idée de balancer son sac à dos sur son père. Mais s'il y avait une chose qu'elle avait apprise au fil des ans, c'était que ses mots, ses émotions frappèrent plus fort que les coups physiques. Néanmoins, cette gifle avait été sacrément satisfaisante. « Tu ne veux pas savoir ?» dit Fade, en entrant et fermant la porte derrière lui. « Bien sûr que non. Pourquoi voudrais-je savoir pourquoi mon seul et unique père a disparu sans un mot pendant des heures hier soir? Pourquoi ne resterais-je pas silencieuse, acceptant cela comme une autre soirée étrange dans une vie qui en compte tant? » J.C. laissa la vague de colère tragique, d'apitoiement sur soi-même la submerger. Elle s'y attendait, l'avait planifié, tout comme elle savait que chaque fois qu'un film arrivait à cette scène avec l'orchestre montant, au climax émotionnel, les larmes lui montaient aux yeux. Elle savait que ça arriverait ici aussi, et elle l'utilisa. « J.C., allez, je suis désolé. » Fed essaya de l'envelopper dans une étreinte, mais J.C. le repoussa. « Non, tu sais comment elle est ici. Elle est morte. Tu sais qu'elle n'est pas revenue. Tu ne peux pas me faire la même chose. »« Ce n'était pas mon intention, » dit Fade. Les choses ont dérapé. « Arrête de faire des excuses. » J.C. se retourna et rentra dans la cuisine. Elle avait besoin de respirer un instant. Elle ne voulait pas perdre le contrôle, ne voulait pas que Fade voie ça. C'était le problème avec la vulnérabilité. On ne pouvait pas toujours la maîtriser. « Ça ne se reproduira plus, » dit Fade en la suivant. « Je te le promets. »« Tu es un menteur, » dit J.C. « Tu es un menteur et c'est tout ce qu'il y a soit dire. Je suis ta fille et je dois vivre avec ça. Mais je n'ai pas à entendre des promesses que tu ne tiendras jamais. Alors ne les fais pas. » Son père semblait désemparé. Il ne savait plus vers où se tourner. Pas de phrase toute faite, ni de réplique spirituelle pour celle-là. Tant mieux. « Je ne sais pas si tu comprends ce que c'est, » dit J.C. « Je ne sais pas si tu saisis. Tu es tout ce que j'ai. Sans maman, il n'y a que toi. J'ai accepté ça. Je sais que tu n'es pas parfait. Mais je veux que tu réfléchisses, que tu te souviennes que je suis là et que j'ai besoin de toi. »« Je suis désolé, » dit Fade, mais ses yeux, ses épaules affaissées, montraient bien mou qu'il savait à quel point cette déclaration était insuffisante. « Je dois y aller, » dit J.C. « Ali va arriver d'une seconde à l'autre, puis j'irai à l'école et j'essaierai d'expliquer aux gens pourquoi tu es apparu à une fête hier soir. Pourquoi j'ai l'air de ne pas avoir dormi du tout. Ça va être une journée d'enfer. » « Si ça compte pour quelque chose, » dit Fade au dos de J.C. « Je n'avais pas prévu ça. Ce n'était pas ma faute. »
JC se retourna. Tu continues à dire des choses comme ça, chaque fois que tu disparais pour quelque chose, chaque fois que tu dois annuler. Mais tu n'expliques jamais rien. Tu n'as jamais expliqué non plus pourquoi maman n'est pas revenue. Tu peux vivre avec ses secrets, apparemment. Mais je ne sais pas si j'en suis capable. JC prit son sac, ouvrit la porte et sortit. Elle referma derrière elle, laissant son père à l'intérieur. Prit de grandes respirations et continua à marcher. Envoya un texto à Ali pour qu'elle la retrouve au coin de la rue, au bout du pâté de maison. En ce moment, elle voulait être n'importe où sauf chez elle. Chapitre 5. Culpabilité au petit déjeuner. Il y avait des œufs sur la cuisinière, prêts à être mangés, du café, fraîchement préparé, posé sur le comptoir. Malgré la tirade, malgré son attitude, JC l'avait accueilli à son retour. Fad remplit son assiette, s'assit à table et fixa le vide pendant 1 minute. Il ne la méritait pas comme fille, ne méritait pas quelqu'un qui accepterait ses abus et reviendrait toujours pour en recevoir davantage, qui accepterait ses explications sans conviction et l'embrasserait quand même avant d'aller se coucher, qui l'inviterait à venir la voir dans ses pièces de théâtre, qui l'appellerait père. Il y a quelques heures à peine, il se tenait sur une falaise, contemplant la fin de sa vie, sur le point de faire de JC une orpheline. Le truc, c'est que ce n'était pas la première fois, ni la 5e, ni la 10e. Il se mettait dans des situations dont il ne méritait pas de sortir vivant depuis des années, maintenant. Ça n'avait fait qu'empirer depuis. Sa femme, depuis Maggie. Non, il avait ses raisons. Fad regarda autour de lui dans la cuisine. Le nouveau réfrigérateur, le four étincelant avec plus de fonctionnalités qu'il ne pouvait compter, la maison qu'il pouvait appeler la leur et non celle de la banque. Il avait des raisons, ce n'était pas un caprice, ce n'était pas pour s'amuser. Il termina les œufs, jeta les assiettes dans le lave-vaisselle et monta à l'étage. La fenêtre de sa chambre donnait sur un petit jardin, puis par-dessus une clôture sur celui des voisins. Fad y voyait un ensemble de jeux pour des enfants bien plus jeunes que JC. À travers leurs fenêtres, une cuisine qui ressemblait beaucoup à la sienne. Sauf qu'il pariait qu'il n'enlevait ni pas des gens pour gagner leur vie, qu'il ne bravait pas les fusillades, ne se prenait pas des couteaux de poing au visage ou ne participait pas à des courses-poursuites en voiture en pleine nuit. Pourtant, ils avaient gagné tout ce qu'il avait. Alors pourquoi? Pourquoi risquait-il tout pour ça? Son téléphone bipa. Fad le sortit et y jeta un coup d'œil. Coût pour réparer les bosses, $800. Talia, déjà en train de faire réparer sa voiture avec ses nouvelles bosses en forme de corps. Le même mécanicien qu'ils utilisaient, tous les deux, qu'ils utilisaient depuis longtemps, qui travaillait avec son oncle, qui gardait la bouche fermée. Ça coûtait un peu plus cher, mais ce supplément n'était rien quand il pouvait éviter les questions. Je m'en occupe. Fad envoya la réponse et alla dans la salle de bain. Il alluma la douche et laissa l'eau chaude se mélanger au café qu'il avait bu pour se réveiller. Encore une nuit blanche. Il s'en sortirait bien, aujourd'hui. S'écroulerait ce soir. Demain, il aurait l'impression que son esprit fonctionnait au ralenti. C'est comme ça que ça se passait. Il avait rencontré Maggie, assez curieusement, dans l'équipe. Force spéciale. Ils avaient été dans le même escadron, effectuant des missions ensemble. 5 ans, puis ils étaient sortis. 5 ans à créer des liens à travers l'adrénaline et la puissance de feu, à se faire confiance mutuellement pour leur survie. Ça avait été leur premier rendez-vous dans le monde réel, en dehors des casernes et du spectre caché d'être rappelé, qui avait tout scellé pour lui. Le rendez-vous en lui-même avait été simple, un dîner et, au lieu d'un film, la foire de l'État. Une longue nuit pleine de manèges de fêtes foraines bancales, de jeux de foire où ils avaient gagné à tour de rôle et donné les prix trop rembourrés aux enfants alentours. Barbe à papa, beurre frit.
Pendant un moment, ils avaient été tout ce qu'il désirait. Son téléphone bipa alors qu'il sortait de la douche. Comment l'a-t-elle pris? C'était bien Talia, toujours à fourrer son nez partout. Mais alors, Fade appréciait son point de vue. Talia avait généralement une meilleure idée de ce que pensait JC que lui-même. Elle m'a giflé fort. Puis elle est partie. Ça n'avait pas pris longtemps, après la foire de l'État, pour que des bagues soient échangées. Bien que même à ce moment-là, Fad savait qu'ils étaient à court de temps, à court d'emplois normaux qui convenaient à leurs compétences particulières. Bien sûr, ils avaient des contacts. Quand on entre dans un certain domaine, on rencontre des gens qui, si on fait bien son travail, ne sont que trop heureux de vous recommander, que trop heureux de vous garder dans le réseau. Elle s'en remettra. Je dois me rattraper. Des idées? Ce n'est pas qu'ils avaient prévu d'aller dans cette direction, mais l'argent était bon. Fad mentirait s'il disait qu'il n'aimait pas l'adrénaline. Si lui et Maggie n'aimaient pas courir dans le noir, remplir des contrats. Si l'adrénaline ne les avait pas rapprochés d'une manière que la simple vie domestique ne pouvait pas tout à fait égaler. Fad alla au placard et l'ouvrit. Il enfila un pyjama. Ses yeux s'attardèrent sur les robes de Maggie, comme il le faisait de toujours quand il ouvrait ses portes. Emmène-la quelque part de sympa pour dîner. Moment père-fille. Ouais, ça pourrait marcher. Il serait fatigué, mais pour JC, ça en valait la peine. Ses yeux tombèrent sur le coin inférieur du placard, un petit coffre-fort. Dedans, il le savait, se trouvait l'arme de Maggie, la seule dans la maison. Fad avait abandonné la sienne, toutes les siennes, après cette nuit-là. Il préférait maintenant le corps à corps. C'était plus sûr comme ça. Bonne idée. Tiens-moi au courant si quelque chose arrive. Fad ne voulait pas continuer à faire ça, mais il savait, au fond de lui, que ça n'allait pas s'arrêter, qu'il ne pouvait pas aller chercher un emploi normal. Il ne pouvait pas pointer à l'horloge. Ce n'était pas ainsi que Fade était câblé. Alors il continuerait à faire ce qu'il devait. Il continuerait à sortir tard la nuit, à remplir des contrats et à s'excuser auprès de JC le lendemain matin. Jusqu'à ce que, inévitablement, il ne rentre plus à la maison. C'était la troisième fois qu'elle tuait quelqu'un avec sa voiture, bien que ce soit la première fois qu'elle en fauchait deux d'un coup, ce qui était plutôt original d'une façon terrible. Talia s'adossa à sa chaise devant un bureau dans son appartement, un petit une-pièce dont la majorité du budget était consacrée à la cuisine et son comptoir spacieux. Un canapé-lit et une télévision dominaient le salon. Aucune photo n'avait trouvé sa place sur les murs, bien qu'elle eût emménagé des années auparavant. La décoration prenait du temps, les regarder prenait du temps, et Talia n'en avait pas. Dehors, serré entre deux voitures dans la rue, se trouvait le véhicule de pré-générique que le mécanicien lui avait donné. Il ne faudrait qu'un jour ou deux tout au plus pour réparer les bosses. Ça aurait pris plus longtemps s'il y avait eu du sang. Non pas que Talia ait mentionné d'où venaient les bosses, mais ce gars n'était pas idiot. Il y avait eu du sang sur les autres, par contre, ceux qu'elle avait renversés, ou vus renversés par des véhicules. Alors pourquoi pas cette fois? Peut-être portaient-ils des vêtements épais, ou elle les avait heurtés au bon angle. Quoi qu'il en soit, ils étaient d'aller tomber de la falaise. Alors pourquoi les recherchait-elle? Tapant la combinaison, un cow-boy et une femme en tenue de sport démodée depuis quelques décennies et voyant ce que l'Internet pouvait révéler. Parcourant les images, les articles, peut-être était-ce parce qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser à cet éclair, à la façon dont ils étaient apparus de nulle part, avaient assommé Fade sans même donner un coup de poing. Comment ils avaient encaissé ces balles et continué d'avancer. Parce que s'ils avaient encaissé ces tirs, et s'ils pouvaient encaisser un choc avec sa voiture, alors peut-être pouvaient-ils survivre à une chute d'une falaise. La première série de sites ne donna rien, des trucs génériques, des photos de personnes déguisées en cow-boy,
des articles sur les spectacles de revival du Far West et les routines d'entraînement des années 80. Rien de ce qu'elle cherchait. Mais la deuxième série, là, il y avait quelque chose. Elle commença à explorer les publications plus étranges, les blogs et journaux locaux, qui tendaient plus moins vers le vrai journalisme et plus vers les tabloïds. Là, elle trouva quelques rapports. Certains citaient des cinglés parlant de personnes disparues, au moment où un cow-boy avait été aperçu. Partout où le duo était mentionné, d'autres personnes disparaissaient. Des disparitions mystérieuses, des corps retrouvés des mois, des semaines, des années plus tard, sans aucune marque permettant d'identifier la cause de leur mort. S'il n'y avait eu qu'un ou deux de ces articles hyperboliques, Talia les aurait ignorés. Mais en 1 heure de recherche, elle en avait trouvé plus de 10, dispersés tout autour du monde, dans des langues aussi diverses que tout ce qu'elle avait jamais recherché. Afrique, Asie, Amérique du Sud. Le seul continent non représenté était l'Antarctique, et Talia se demandait si c'était uniquement parce qu'il n'y avait pas tant de tabloïds opérant dans ce désert glacé. Qui étaient ces personnes? Car l'autre chose qui la perturbait, ce qui dérangeait vraiment Talia, ce n'était pas que ces deux-là semblaient apparaître partout sur le globe. C'était que la première observation du duo avait été enregistrée il y a 70 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, où le duo avait été aperçu en Allemagne, le même jour où quelques officiers nazis des plus répressifs s'étaient les suicidés. Si Talia avait vu les mêmes d'autres personnes hier soir, ils auraient dû avoir plus de 100 ans. Il semblait que Fade avait été capturé par une impossibilité. Véronica logeait dans une chambre avec 2 lits, superposés. Les matelas ressemblaient plus à des couchettes. Les draps étaient au rêches et fins. Durant toute la nuit, des machines non identifiables bourdonnaient en arrière-plan. La climatisation, peut-être, ou l'eau circulant dans les tuyaux. Véronica pensait que les bruits rendraient son sommeil difficile, mais quand elle s'effondra sur le lit inférieur droit et entendit le verrou de la porte se fermer derrière elle, elle s'endormit rapidement et se réveilla 6 heures plus tard avec la porte qui s'ouvrait, l'homme d'Ellsworth, Aaron, de l'autre côté. Comment il pouvait avoir l'air si frais après une nuit qui avait dû être encore plus tardive que la sienne? Véronica l'ignorait. Il l'escorta jusqu'à une salle de bain avec douche individuelle, resta dehors jusqu'à ce qu'elle y ait terminé. À l'intérieur de la cabine se trouvait un sac contenant des vêtements de rechange, les étiquettes encore attachées. Il n'était pas parfaitement à sa taille, et le look t-shirt et jean n'était pas vraiment son truc, mais après une nuit passée dans une tenue de soirée, Véronica pouvait faire avec. « C'est plus que ce à quoi je m'attendais pour une otage », dit Véronica en quittant la salle de bain. « Ça dépend de qui était l'otage », répondit Aaron, affable et calme. « Nous n'avons rien contre vous personnellement, donc il n'y a aucune raison de vous faire souffrir. J'apprécie, je suppose. Si vous obtenez pour M. Ellsworth ce qu'il cherche, alors tout en vaut la peine. » Aaron la ramena dans le couloir jusqu'à la pièce avec la table de conférence et les chaises. Ellsworth y était déjà, sirotant un café et dévorant des mini-beignets en grosses de bouchées. « N'hésitez pas à en prendre un. » Ellsworth lui fit signe de s'asseoir. Aaron ferma la porte derrière elle et prit place à sa gauche. Ils sont frais, comme le café. Véronica jeta un coup d'œil au tas de pâtisseries de glacé, au thermos au milieu de la table. « Peut-être un verre d'eau ?» Ellsworth regarda Aaron, qui se leva d'un bond et sortit. Puis Ellsworth mit la main dans sa poche et sortit le téléphone de Véronica, le fit glisser vers elle. « Maintenant, ce que vous allez faire, c'est appeler votre père. Dites exactement ce qui vous est arrivé. Je me fiche que vous mentionniez mon nom, car ce n'est pas mon vrai nom. » Ellsworth leva la main, un seul doigt. « Quand je fais comme ça, je veux que vous me repassiez le téléphone et je terminerai la conversation.
Assez simple. Veronica acquiesça. Que dois-je dire? Ellsworth afficha un sourire apaisant. Dites-lui la vérité. Vous êtes en ma compagnie, et pour en sortir, votre père doit me donner ce que je veux. Aaron revint avec l'eau, la posa devant Veronica. Elle prit une longue gorgée et, sous le regard d'Aaron et d'Ellsworth, prit le téléphone et chercha son père. Étrange que la réception puisse être si bonne sous terre, mais elle semblait avoir toutes les barres. Cela dit, si Ellsworth amenait régulièrement des gens ici-bas, peut-être avait-il prévu ce genre de choses. Le téléphone sonna. Aaron le lui prit, le posa sur la table et appuya sur le bouton du haut-parleur. Veronica prit une profonde inspiration. « Hé !» répondit son père, Christopher Pline, avec une excitation nerveuse. « Où es-tu? Grady a appelé. Il essaie de frénétique. Il essaie de te retrouver. Il me dit que... » « Papa, attends une seconde. Tu veux bien? »« Quoi? »« J'ai été kidnappé, papa. Hier soir. »« Kidnappé? Par qui? » ?»« Quelqu'un nommé Ellsworth. Ils m'ont amené dans un bâtiment. Je suis sous terre en ce moment. » Veronica gardait les yeux fixés sur Ellsworth. Il lui fit un signe de tête. Elle prit cela comme un signe qu'elle s'en sortait bien. « Je vais bien. Ils ne me font pas de mal. Veronica, je vais appeler la police maintenant. J'aurais dû demander à Grady de le faire hier soir, mais il voulait d'abord faire quelques recherches. Ne fais pas ça, papa. Tu n'as pas besoin d'impliquer la police. » « Ah non ?» Le doigt d'Ellsworth se leva brusquement. Veronica hésita. Aaron se pencha et poussa le téléphone à travers la table. Veronica se rassit. Entendre son père si inquiet, cela la surprenait. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait rien entendu de tel, rien d'autre que des exigences de progrès, d'excellence, des réprimandes pour ne pas être assez brillante, ou de la simple indifférence, une minimisation de ses priorités face à ces milliers de conflits hors professionnels. Pourtant, son père avait semblé presque humain. « Monsieur Pline, c'est Ellsworth. » L'homme fourra un autre trou de donut dans sa bouche, le mâcha 2 fois et l'avala. Veronica pensait qu'il allait s'étouffer, mais Ellsworth avait apparemment des muscles de gorge incroyables. « Vous avez ma fille? Je l'emprunte en réalité. Je n'ai aucun intérêt à la garder. J'espère que nous pourrons conclure un accord. » « Un accord? Vous voulez de l'argent? » »« Pas d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. » Ellsworth but une gorgée de café. Il déplaça la tasse un peu trop rapidement et une goutte déborda sur la table. Ellsworth passa son doigt sur la minuscule flaque, ses yeux suivant ses propres mouvements. « Christopher, je vais aller droit au but. Nous sommes tous les deux des hommes occupés, et tu peux certainement comprendre. Je veux la gemme. » « La gemme? Ne fais pas l'idiot, Christopher. Il n'y a qu'un seul badge pour lequel quelqu'un pourrait kidnapper ta fille. Tu sais parfaitement ce que c'est. Je le veux. Tu me le donnes, et je te rends Veronica. » Silence. Veronica attendit. Son père dirait oui d'une seconde à l'autre. Il le devait. N'était-ce pas? N'était-ce pas ce que les parents faisaient? Christopher Pline ne dit rien. Ellsworth leva les yeux de la tache de café, directement vers Veronica. Secoua légèrement la tête. « Ellsworth, ma fille est-elle toujours là? » Ellsworth regarda Veronica droit dans les yeux, puis revint au téléphone. « Elle est retournée dans sa chambre. Vous ne lui ferez pas de mal? Je t'ai donné les termes de l'accord, Christopher. Pouvez-vous attendre encore un jour? Pour? Il y a quelque chose qui se passe ce soir, quelque chose qui devrait me permettre de conclure l'accord que vous recherchez. Je suis aussi intéressé que toi par une résolution réussie de cette affaire, dit Ellsworth. Tu as ta journée, Christopher. Veronica entendit la conversation continuer. Des numéros pour les appels furent échangés, mais elle n'y prêta pas beaucoup attention. Au lieu de cela, elle se concentra sur un fait. Elle savait, bien sûr, que son père se souciait profondément de son travail, de ses entreprises et de ce qu'il en faisait.
Si elle voulait être vraiment honnête avec elle-même, elle aurait pu admettre qu'il se souciait plus de ses entreprises que d'elle. Maintenant, c'était clair. S'il y avait jamais eu une journée plus déconcertante, JC ne s'en souvenait pas, en commençant par la gifle à son père, puis cette longue période à s'attendre à des moqueries sans fin. Des blagues parce que son père avait fait irruption à une fête, mais il n'y en avait pas eu. Danny, au déjeuner, était venu lui demander où elle était partie hier soir. JC avait inventé une excuse à propos de devoirs, et Danny avait haussé les épaules, disant que la fête n'avait de toute façon pas duré beaucoup plus longtemps. Véronica, apparemment, avait disparu, et les gens avaient commencé à se sentir mal à l'aise de traîner chez elle sans qu'elle soit présente. Ali n'en avait même pas fait toute une bonne histoire. Elle avait déposé JC chez elle après l'école, et lui avait dit que c'était probablement mieux comme ça. Les fêtes du mardi n'étaient pas exactement un plus pour leurs notes ou leur énergie. Il y en aurait plein d'autres. JC ne savait donc pas quoi ressentir en remontant l'allée et le court chemin vers la maison. En colère contre son père, bien sûr. Fad ne méritait rien de moins après la nuit dernière, mais les conséquences avaient été si inexistantes que ça ne valait peut-être pas la peine de s'énerver. Sa vie, apparemment, n'était pas finie. « Salut, papa !» cria JC en franchissant la porte d'entrée. Elle posa son sac à dos à côté des escaliers, tout en se penchant pour enlever ses chaussures. « JC !» annonça Fade depuis la cuisine. « Content que tu sois rentré. J'ai un plan pour nous ce soir, alors ne me dis pas que tu as beaucoup de devoirs. »« Juste la quantité écrasante habituelle, » répondit JC. « Qu'est-ce que tu avais en tête ?»« Sortons, » lança Fade. « Choisis un endroit et on prendra une table. On en fera toute une soirée. » Ah, la routine de la réconciliation. JC la reconnaissait. Fad y revenait chaque fois qu'il faisait une bêtise. Dîner quelque part de sympa. Peut-être un film ou une visite dans un magasin qu'elle aimait qu'elle aimait. De la corruption, en somme. Non pas que JC s'en souciait. Après tout, si son père n'allait pas changer de comportement, autant en profiter. Pourtant, après la nuit dernière, elle voulait surtout dormir. JC retourna à la cuisine, en partie pour prendre un verre d'eau, en partie pour voir ce que son père y faisait. Il s'avéra que Fade se tenait devant le four, réglant une minuterie. « Qu'est-ce que tu fais ?» JC essaya de regarder autour de Fade, de voir ce qu'il y avait dans le four, mais ne put apercevoir à travers la petite fenêtre. « C'est une surprise. Ce sera prêt au moment où nous rentrerons. »« Tu essaies de faire cuire quelque chose ?»« C'est une recette, pour le dessert quand nous rentrerons. C'est pas si compliqué, non ?» Fad semblait blessé. JC rit. « Papa, si tu réussis ça, je serai tellement impressionné. »« Eh bien, prépare-toi à être émerveillé. » « Si tu le dis, » JC se versa un peu d'eau. « Je monte vite. Ensuite, on pourra décider où aller. Échanger les vêtements d'école contre quelque chose d'un peu plus rafraîchissant. » La journée était devenue chaude, et si JC en avait l'option, elle voulait aller quelque part d'un peu plus chic. Se délecter d'un plat qu'ils ne pourraient pas faire eux-mêmes à la maison. Un soufflé, peut-être. Ou des sushis. La sonnette de la porte l'arracha à sa fantaisie culinaire. Elle entendit son père l'appeler depuis la cuisine, lui demandant si elle pouvait aller ouvrir. « Pourquoi tu ne peux pas ?» cria JC depuis le haut de l'escalier. « Je suis en train de faire le glaçage !» répondit Fade. Du glaçage. Fade devait vraiment se sentir mal pour se donner autant de mal. JC secoua la tête, laissant échapper un petit sourire. Son père était loin d'être parfait, mais au moins, il essayait. Elle descendit l'escalier d'un bond, finit d'ajuster sa robe et ouvrit la porte. De l'autre côté se tenait ce qu'elle jura être un cow-boy, avec un chapeau à large bord et tout. Mais son attention se focalisa immédiatement sur ce qu'il tenait, un pistolet pointé directement sur elle. « Alors, tu dois être la fille dont on nous a tant parlé. »
dit le cow-boy en la fixant, avec un sourire en coin.